pour le bien-être de sa population, voire du peuple. Le Cameroun se retrouve-t-il dans cette description? On le saura au cours de cette émission qui reçoit un invité un peu plus particulier. Il répondra à un certain nombre de questions ce soir. Le point du guet, mesdames et messieurs, pour cet autre numéro, reçoit le combattant Bois Massok. A tout de suite. Combattant Bois Massok, bonsoir. Bonsoir, merci. Ce jeudi 6 avril 1984, qu'est-ce que cela vous inspire? Le 6 avril 1984, une situation compliquée pour notre pays a influencé la vie de la nation. Je ne sais comment on va décrire cette situation-là, mais je sais que le 6 avril, on nous avait annoncé un coup d'État. Alors, je ne sais pas si de cette période à aujourd'hui, tout a déjà été éclairé à ce sujet. Alors, 6 avril 1984, où se trouve le combattant Bois Massok? 6 avril 1984, je suis chez moi. J'habite à l'époque Mobile Bonapamon, à quoi tout bouge, quoi. Tout bouge. Nous faisons partie des gens qui bougent dans ce moment. Et les inquiétudes sont par et d'autres. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que cette date est restée marquante de la nation. Parce qu'à partir de cette date, beaucoup de choses ont changé. Je peux dire par rapport à la démocratie, parce que telle que la situation avait été envisagée depuis 1982, au moment où la tête de l'État change de propriété de tenant, bon, la vision du Cameroun semblait à donner une autre perspective. Mais depuis 1984, les choses sont devenues peut-être à zéro. Les comptes sont devenus à zéro. Je crois que ça a beaucoup fait assez de choses de telles que la vision de 1984 si elle était sincère et avait usagé. Alors, 38 ans après, que dites-vous du système gouvernant en place? On serait tenté de dire que le Cameroun est un modèle en termes de gouvernance, contrairement à d'autres pays où le vent de... Je ne sais pas dans quelle mesure on peut penser que s'il n'y a pas de coup d'État, ça veut dire que ça marche. Je ne sais pas. Bon, mais je crois que tout ne repose pas sur la tranquillité, c'est-à-dire l'absence de coup d'État. Le pays évolue parce que certainement les gouvernants se projettent le pays, dessinent le pays, on décide de bâtir ce pays qui a été dessiné. Mais je crois que dans le cas du Cameroun, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que les dirigeants ont dessiné ce pays. Ceux qui avaient dessiné ce pays, c'est l'UPC. Il ne faut pas avoir honte. C'est l'UPC qui avait dessiné le Cameroun. Et les projections par rapport à ce que l'UPC avait fait n'ont pas été respectées. Donc l'UPC a projeté le Cameroun en disant qu'il faut unir le Cameroun. C'est le message que nous nouvelle à il faut unir le Cameroun d'abord pour aller à l'indépendance et puis il faut l'éducation du niveau de vie. Bon, on n'a pas suivi cette orientation et on voit les effets négatifs aujourd'hui parce qu'on dit que si on ne regarde pas les choses de cette manière, c'est-à-dire que d'abord la réunification des deux Cameroun divisés par les Occidentaux et ensuite avant de l'indépendance, que si tel n'était pas le cas, la réunification ne se ferait qu'au prix du sang. Et on voit que Oum n'était pas prophète, mais c'est ce qu'il avait dit à l'époque a pris corps. Et aujourd'hui, on voit dans les deux zones à expression anglophone, anglaise,
où les problèmes restent et demeurent. Parce que si on avait unifié le Cameroun avant d'aller à l'indépendance, c'est un seul pays qui serait parti à l'indépendance. Donc les problèmes sont là aujourd'hui parce qu'on estime que deux coins du pays, chacun étant allé à l'indépendance en son temps, et que ces deux coins du pays peuvent encore se diviser, se disloquer. Mais si on était parti à la réunification avant l'indépendance, je crois que ce ne serait pas arrivé. Vous parlez de l'UPC. On va donc s'interroger sur le rôle que devraient jouer les partis politiques. Si on vous demandait par exemple de jeter un regard sur les partis politiques de l'opposition, que diriez-vous? Je dirais qu'il y a une multiplication à l'appel de partis politiques. C'est malheureux pour notre pays. Et ceci est dû effectivement aussi à l'absence d'une UPC. Donc cette multiplication ou multiplicité des partis politiques au Cameroun, notamment ceux de l'opposition, n'aide pas à l'évolution du Cameroun, c'est ce que vous voulez dire? Non, du tout. Puisque au fait, les partis ont été créés sur quelle base? Vous êtes Camerounais. Hein? On vous dit que voilà un parti qu'on appelle l'Union des populations du Cameroun. Vous n'êtes pas dedans, vous êtes où? L'Union des populations du Cameroun. Le parti qui est créé au départ, l'Union des populations du Cameroun, et vous naissez entre-temps, vous n'êtes pas dedans. Vous avez créé l'Union des faibles, l'Union des forts, l'Union des magasiniers, l'Union de ceci. Et tout ça, c'est tout ce que vous voyez là dehors. Donc, selon vous, s'il fallait parler d'un parti politique au Cameroun, notamment de l'opposition, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ce serait uniquement l'UPC. C'est ce que vous dites. L'UPC n'est pas un parti d'opposition, c'est un parti de résistance. L'UPC s'oppose à qui? C'est les autres qui s'opposent à l'UPC. C'est la France, s'il faut la nommer. L'UPC ne s'oppose pas au parti au pouvoir? Non. L'UPC résiste à ce que le parti au pouvoir fait contre le Cameroun. N'oubliez pas que, ou bien je vais vous faire remarquer, qu'en 1949, l'UPC est créé en 1948. En 1949, la France des gouvernants, la France colonialiste, crée un parti face à l'UPC. Ce parti s'appelle ESOCAM. Il est créé en juin 1949. Donc, disons, un an après que l'UPC a été créé. Et sur la base de l'implantation de l'UPC de partout, la France a eu peur. Et elle crée donc ESOCAM. C'est ESOCAM qui s'est transformé, changeant de nom à chaque carrefour pour devenir le DPC aujourd'hui. Et vous comprenez donc que c'est ESOCAM qui s'oppose à l'UPC et ses diverses tendances aujourd'hui. Hein, c'est pas l'UPC n'est pas un parti d'opposition, c'est un parti de résistance. Et l'UPC continue à résister parce que... L'UPC n'aspire pas à la magistrature suprême? L'UPC n'est pas dirigé ce pays? L'UPC est fondé pour gouverner. Il a été fondé pour gouverner. C'est justement parce que l'UPC n'a pas gouverné jusqu'à maintenant que le Cameroun est dans une situation gravement dans une situation intolérable aujourd'hui par rapport à notre potentiel sur tous les plans. Là où le Cameroun est, si c'est l'UPC qui avait gouverné, ou bien le jour où l'UPC gouvernera, parce que l'UPC va finir par gouverner ce pays, c'est sûr. Parce que vous voyez bien que les partis sont nés, sont morts, ont disparu, l'UPC reste. À quelle échéance est-ce que vous projetez? Non, je ne voudrais pas me projeter parce que je ne suis pas un divin. Parce que vous êtes convaincu je ne suis pas que l'UPC va diriger ce pays? Parce que je ne suis pas un divin, mais je sais que c'est vrai que puisque la vie sur Terre est très amoindrie par le temps, les gens qui ne parviennent pas à voir ce qu'ils ont projeté ont l'impression qu'ils ont échoué. Non. Le temps que l'UPC a vécu est moins que le temps que l'UPC vivra pour que le Cameroun soit un jour entre les mains des nationalistes. Parce que quand on parle de l'UPC, on parle de nationalisme, on parle de progressisme, on parle de l'indépendance, on parle de tout ce qui est positif pour que nous puissions aller vers, ils appellent ça émergence aujourd'hui. Émerger, c'est la base de quoi? Nous disons qu'il faut que le Cameroun progresse. Ce n'est pas qu'il émerge, il faut qu'il progresse. Il faut qu'il progresse. En quel niveau se situe la différence entre l'émergence et la progression selon vous? Oui, la progression, c'est aller au fur et à mesure des vents. Émerger, ça veut dire qu'on était parti au fond de l'eau.
au fond de l'eau maintenant, on va émerger. Vous comprenez très bien que mais le progrès veut dire aussi qu'on est dans une situation qui peut-être qui est statique. Là, il faut aller... Non. Progresser, c'est chaque jour faire des pas devant. Oui. Émerger, c'est qu'on a la tête sous l'eau. Oui. Et il faut chercher à survivre. Mais qui nous a mis la tête sous l'eau? Qui? Dis-nous. Pour qu'on puisse... Non, c'est pas moi qui ai parlé d'émergence. Oui. Il faut demander à ceux qui ont parlé d'émergence, c'est eux qui peuvent nous expliquer. C'est un vrai mot. C'est un mot qui endort les esprits parce que beaucoup de gens ne sont pas si éveillés pour savoir... Le Cameroun a besoin que je suis le plus grand, le plus fort que l'émergence. Oui. Ils savent que beaucoup de gens ne sont pas édifiés pour savoir qu'il y a une différence entre émerger et qu'est-ce que c'est qu'émerger. Pour que les gens commencent à chanter cela, émerger. Nous, il faut que le Cameroun émerge dans 2035, en 2090, en 2050. C'est un discours politique plat. Totalement plat, oui, puisqu'il ne repose sur rien de vrai. Et je dis que s'il repose sur le vrai, il faut d'abord aller savoir qui nous a émergé pour que nous commençons à émerger maintenant. Mais sauf qu'on n'a pas vu le combattant Boamassor que sorti pour décrier cette philosophie de celui qui est l'auteur de cette émergence-là. C'est aujourd'hui que vous le dites pour la première fois. Non, c'est parce que vous n'êtes pas forcément sur tous les plateaux, vous n'êtes pas forcément sur toutes les lignes où le combattant Boamassor exprime sa pensée, n'est-ce pas? Ce n'est pas sur la télévision seulement, je crie beaucoup. Beaucoup de mes concitoyens ne vont pas me voir aujourd'hui. Est-ce qu'au sein de l'UPC, vous êtes accordé à dire que l'émergence dont prône le chef de l'État, Paul Biya, n'est qu'un vain mot? Par conséquent, il faudrait enseigner aux Camerounais une autre façon d'aborder les questions du développement. J'étais d'abord en train de vouloir vous expliquer pourquoi vous pouvez penser que le combattant n'a pas parlé sur ce sujet. Je vous disais que peu de mes Camerounais vont me voir aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'électricité chez eux. Pour pouvoir... À quand remonte donc votre sortie sur cette question? À quand remonte votre sortie sur cette question? Permanemment. Puisque l'année dernière, j'ai eu à faire une conférence de presse concernant l'État français créé par la France au Cameroun. L'État français du Cameroun, pour faire la différence entre l'État français du Cameroun et l'État français de France. Parce que l'État français du Cameroun, qui gouverne jusque maintenant notre pays, a été créé le 16 avril 1957 par un décret français. Ce décret n'a jamais été abrogé. Ne me dites pas que nous sommes indépendants, donc on n'avait plus besoin d'abroger ce projet, ce décret 57-501, signé par Guy Mollet, président du Conseil français de l'époque. On n'appelait pas le gouvernement à l'époque, on appelait le Conseil français. Le président du Conseil français de l'époque, Guy Mollet, signe ce décret et qui crée l'État du Cameroun. Comment un État va créer un autre État? Vous comprenez la gravité de la situation. Et c'est l'État français du Cameroun qui signe des accords de coopération, ce qu'on appelle les accords de coopération aujourd'hui, avec l'État français de France. N'est-ce pas? Parce que les accords de coopération sont signés avant l'indépendance. Or, avant l'indépendance, le Cameroun est sous tutelle. Donc, il n'est pas majeur pour signer des accords avec un autre pays. N'est-ce pas? Bon, donc, c'est la France camerounaise qui signe avec la France de France les accords de coopération qu'on nous demande aujourd'hui de respecter et qui nous causent des problèmes immenses sur tous les plans de la vie de nation. Bon. Revenant sur ce que vous avez posé une question. Oui, on parlait de l'émergence. À quand remonte votre sortie sur donc, cette émergence? Vous estimez aujourd'hui. Voilà. Je vous disais donc que le 16 avril dernier, j'ai fait une conférence à ce sujet pour expliquer que quand on parle de l'émergence, on reconnaît que l'État français du Cameroun nous a émergés. Et qu'il faut qu'on se batte aujourd'hui pour ne pas être étouffé par l'eau. En dessous de la mer, qu'il faut se battre pour chercher à sortir la tête de l'eau. Dans l'État du Cameroun en pleine immersion, c'est ce que vous dites? Oui, en pleine immersion. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est le terme émergence qui le dit. Le combattant ne dit pas ça. Oui. Je constate. Mais peut-être que celui qui le dit reconnaît que le Cameroun est en immersion. En constant, il faut sortir la tête de l'eau. Je suis d'accord. C'est-à-dire, sur ce plan-là. Donc c'est dit à dessein. Sur ce plan-là, je suis content que le constat que le Cameroun a sa tête sous l'eau et qu'il faut faire des efforts pour eux. Mais les efforts qu'on fait, n'est-ce pas, sont des petits efforts, sinon pas d'efforts du tout. Parce que vous ne pouvez pas chercher à sortir la tête de l'eau les accords de coopération. À ce que ce soit une figure de style, on arriverait à la conclusion selon laquelle l'auteur de cette pensée, de cette thématique,
reconnaît ses erreurs. Par conséquent, voudrait améliorer. Vous savez, les erreurs... Est-ce qu'on ne peut pas lui accorder, est-ce qu'on ne peut pas le reconnaître aujourd'hui? Les erreurs dont on parle, celui qui gouverne le Cameroun maintenant, quantité négligeable dans ça. Quantité négligeable. Je dis dans tout ce qui nous arrive, quantité négligeable, c'est le gouverne. Hein? Il y a un pôle central à partir duquel tous ces projets pour que le Cameroun soit là où il est et qui jamais il n'avance. C'est en France. C'est en France. C'est pas ailleurs. Donc, je parle du Cameroun pour parler des pays africains, hein, je ne sais pas que le Cameroun, mais au fait, il faut bien nommer d'où part le mal camerounais. Je vous ai parlé de l'État français du Cameroun créé par l'État français de France, qui a laissé ici une manière de voir les choses, une manière de conduire l'État, une manière de réfléchir. Il nous faut casser ça. Qu'est-ce que le combattant Mamadou propose? Je dis souvent aux gens des médias, j'aime qu'on m'invite pour que je parle du Cameroun qui est dans ma tête. Qu'est-ce que je projette? Et ce que je pense avec... Vous avez de manière à rencontrer les chefs de l'État une fois? Non. Pourquoi? Puisque vous semblez avoir de meilleures solutions qui puissent aider au développement de cette nation. J'ai déjà eu à envoyer des correspondances pour développer ma pensée. Non, je dis rencontrer, demander à rencontrer le chef de l'État. J'ai envoyé des correspondances au chef de l'État. Je fais partie des gens qui ont le plus écrit. Jamais vous n'avez eu réponse. L'histoire le témoignera. Jamais vous n'avez eu réponse. Jamais je n'ai eu de réponse. J'ai eu une réponse une fois lorsque j'ai fait un tableau. Parce que je suis, n'oubliez pas, ou bien... artiste, ça. Oui, je suis artiste plasticien. Voilà. Et j'ai donc envoyé un tableau au chef d'État. Il m'a répondu, il a estimé que mon œuvre était révolutionnaire et que, bon, il faut continuer à faire ce travail. C'est une appréciation positive ou négative selon vous? Oh, je n'en tiens pas à ça. Je n'ai envoyé pas ça pour qu'il m'envoie des félicitations. J'ai envoyé ça pour qu'il lise le tableau que j'ai envoyé. Qu'est-ce que j'ai envoyé? J'ai envoyé un tableau. Il parlait de rigueur, moralisation. Bon, voilà. J'ai donc fait un tableau qui faisait des projections sur cette base-là. Je disais que si c'est cela, alors, je suis d'accord avec. Si ce n'est pas cela, je ne suis pas d'accord. Bon, je pourrais un jour, ce tableau sera certainement exposé dans ce sens-là. Mais je crois que en réalité, je parlais de quantité négligeable tout à l'heure. Lorsque le président de la République part en France et se présente comme étant le meilleur élève de la France qui a créé l'État français de Cameroun, ça veut dire qu'il dit qu'il maîtrise, qu'il fait fonctionner l'État selon que le décret français de 1957 a défini la conduite de l'État. Et il est donc parti, il a été noté, il a compris qu'il avait une bonne note par son professeur, qui était Mitterrand à l'époque, et aujourd'hui c'est certainement celui qui a remplacé Mitterrand, de remplacement à remplacement à celui qui est là maintenant. Donc quand on dit je suis le meilleur élève du président français, ça veut dire que je suis le meilleur élève de la France qui a mis en place un État sur la base duquel moi j'ai fait fonctionner les institutions. Il nous faut mettre hors d'état d'ennemi cet État-là. Dans français facile, ce que vous dites aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, c'est que le Cameroun est dirigé par la France. Oui, en totalité. Les gens qui sont ici sont simplement les mains ouvrières, si je peux appeler comme ça. Hein? Les gens par qui on passe pour mettre en place, pour instrumentaliser l'État global. Hein? C'est la France qui nomme les ministres que nous avons là? Non, quand je parle de quantité négligeable, vous comprenez, ils vous laissent nommer vos ministres, ils vous laissent même faire ce que vous faites, mais sur la base des orientations qu'ils ont données. Il faut que les Camerounais pensent, il faut que les Africains pensent leur nation, il faut qu'ils pensent les institutions, il faut qu'ils pensent, moi j'appelle ça la refondation, depuis une vingtaine d'années. Ce que vous dites, c'est qu'il faut repenser l'homme politique camerounais. Il faut refonder l'État et ses institutions. En faisant comment? Bien, de mon point de vue, il faut organiser ce que j'ai appelé le conclave nationaliste souverain. Conclave. Les conférences nationales souveraines dont on parlait à l'époque étaient biaisées, puisqu'on appelait dans une salle quelques personnes, entre amis, ils se retrouvaient là-bas. Le choix était fait comment? Lorsque moi je parlais du conclave nationaliste, ça part des villages. On poserait une question camerounaise. Par exemple, peuple camerounais, que veux-tu que le Cameroun devienne et comment voudrais-tu procéder pour qu'il devienne ce que tu veux qu'il devienne? Ce débat ouvre sur tous les aspects de la vie de la nation. Et on peut retrouver à l'intérieur des villages
des gens, des papas, que quand on leur explique ça, avec sa langue, il peut expliquer des choses qui ouvrent la voie, qui permettent qu'on évolue, et que d'autres expliquent en français ou en anglais. N'est-ce pas? Donc, il faudra que le conclave soit ouvert à partir des villages. Au village, le jour où on dit que le conclave est ouvert, le chef du village convoque le conclave. Hein, tous les gens de son village viennent débattre sur le sujet. Alors, comment aborder la question de la refondation? Oui. Comment ouvrir ce conclave dans les villages lorsqu'on sait, c'est un vulgaire secret de Polichinelle, que certaines régions du Cameroun, notamment le nord-est et le sud-ouest, sont enveloppées par le vernis des crises sociopolitiques. Et je profite déjà pour que vous me donniez votre point de vue sur cette crise sociopolitique qui dure déjà pratiquement 6 ans. Si vous étiez demandé de nous donner des solutions réelles, concrète pour sortir des crises, qu'est-ce que vous direz? Oui, je reviens d'abord sur comment faire pour que le conclave se tienne, pendant qu'il y a... Et par après, vous reviendrez sur la question que je vous ai posée. Bien entendu, je ne fais pas la question. Je ne ferai qu'une question, je peux vous le rassurer. Donc, je disons que comment le conclave se tiendrait. Le conclave dont je parle a été promu. J'ai promu, c'est ça, cette idée depuis au moins 20 ans. Les problèmes dans le nord et le sud n'étaient pas encore là. Donc je ne travaille pas en fonction du temps. Je travaille sur la projection. Ce n'est pas que ce n'est pas que je ne regarde pas les choses d'actualité, mais je ne m'attarde pas sur l'actualité. Je projette. Donc en projetant, je me suis dit, ce pays ne peut sortir de là où il est, du fond de l'eau, où il se trouve, que par un conclave. Et que ce conclave va mettre en place de nouvelles institutions, une nouvelle manière de gouverner, une nouvelle manière de voir les choses, qui correspondent à notre environnement, qui correspondent à nos us et coutumes positives, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Donc, il faut qu'on bâtisse un État, une manière de gouverner qui correspond à notre milieu, n'est-ce pas? Parce que les Allemands étaient ici, ils avaient laissé une manière de voir les choses, les Français et les Anglais sont venus, ils ont laissé une manière de voir les choses, les Camerounais ne se sont jamais assis pour penser pays, pour penser gouvernance, jamais. Quel est ce pays qui va reposer son développement, son avenir sur la base de la réflexion des autres? Vous allez faire comme ça, on dit qu'il faut nommer les sous-préfets, on nomme les sous-préfets, le président nomme les sous-préfets, c'est pour ça que je vous parlais de quantité négligeable. Il repose sa gouvernance sur une logique qui n'est pas la sienne, qu'il n'a pas pensé. Bon, comment est-ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, dans ce pays, des gens qui étaient à l'école, si c'est l'école qui donne la connaissance, admettons, mais encore que je mets toujours des virgules dessus. Hein. Et là, pour moi, la connaissance, c'est l'environnement. Hein. Bien voir, bien observer, bien entendre, bien analyser ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, pour sortir des théorèmes. Parce que quand on dit qu'on enseigne à l'école, qu'est-ce qu'on enseigne à l'école? Des choses que les gens qui n'étaient pas à l'école, ont trouvé par leur propre pensée. Il faut toujours vous demander qui a le premier fait telle chose. On enseigne à l'école aujourd'hui. Les têtes pensantes peuvent le faire sans aller à l'école, parce que l'école, notre tête est pleine de choses si on met le cerveau en mouvement. Donc, le conclave dont on parle est un conclave qui peut se tenir demain, si ce n'est pas sûr que les combats dans le nord et le sud-ouest vont rester éternellement. Le jour où, par exemple, prenons un cas d'école, que l'UPC prenne les rênes du pouvoir, ou bien qu'un nationaliste soit au pouvoir, la guerre là va finir le lendemain. Je dis le lendemain. Si la pensée de Oum avait été observée, n'est-ce pas? C'est une projection, non? Si elle avait été observée, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas eu ça. Donc, on ne peut pas dire que comme les Oum ont pensé, ils sont partis, il n'y a plus de gens qui peuvent penser. Ça me ramène donc à qu'est-ce qu'il faut faire pour que la guerre dans le nord et le sud-ouest cesse, pour que les problèmes cessent. Il faut le conclave, justement. Il faut que les gens s'asseyent. La fois dernière, à notre grand étonnement, on a convoqué ce qu'ils ont appelé le grand dialogue. On disait qu'on va parler du nord, essentiellement des problèmes du nord et du sud-ouest. Sans les gens là. C'est-à-dire que c'est quand même terrible quand je vous dis qu'ils ont une manière de voir. Sans les gens là. Puisque la personne qu'on accuse être le moteur de ça est en prison à Yaoundé.
c'est Ayouka, il parle de Ayouka avec quelque chose de ce genre. Comment il peut être en prison? Et on veut parler des choses qui le concernent, dont on l'accuse. Il est en prison, on va parler de ça, on va parler avec qui. Donc, il faut un dialogue que moi j'appelle conclave. Si le conclave... Un dialogue inclusif, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Non, le terme dialogue même, là, c'est un terme banal. Un conclave. Oui, il faut un conclave. À quel niveau se situe la différence? Un dialogue inclusif et un conclave? Oui. Un dialogue peut se faire n'importe où. Un conclave, c'est que les gens, si vous voulez, laissent tout ce qu'ils avaient à faire pour ne faire que ça. Hein? Un dialogue, on peut entre-temps s'occuper d'autres choses. Mais le conclave, si on dit ils sont en conclave, ça veut dire qu'ils s'enferment, le Cameroun s'enferme pour réfléchir. Demain, les Camerounais s'enferment pour réfléchir leur demain et déterminent donc une orientation. Et c'est pour ça que je disais que ça part des villages. Hein, parce que vous m'avez demandé comment ça va se passer. J'étais dans mon village. Au village, quand on convoque le conclave, le chef et ses administrés réfléchissent sur la thématique qui est que voulez-vous que le Cameroun devienne et comment voulez-vous procéder pour qu'il devienne ainsi. Lorsqu'ils finissent de débattre, ils sortent un document, ou bien deux. Un document qu'ils gardent et un document qu'ils mettent à la disposition de la suite. Bon, lorsque chaque village a déjà informé au sous-préfet que les conclaves des villages sont finis, le sous-préfet convoque le conclave de l'arrondissement. Il ne préside pas ça. C'est les délégués qui sont venus avec chaque délégué d'un village avec les documents du village, du conclave. Tous les villages débattent sur tous les documents de chaque village et déterminent donc la vision de l'arrondissement. On désigne donc les gens qui doivent aller débattre au niveau supérieur, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des régions. Et au niveau des régions, nous allons avoir la rencontre peut-être de 100 personnes, si on s'en tient aux régions actuelles. Donc 10 personnes par région. Les 10 personnes qui viennent par région ont le document de référence qui fait que tout le village, cette région-là a réfléchi sur comment le Cameroun doit avancer. Et chaque région réfléchissant, vous pouvez vous retrouver avec les orientations qui correspondent à ces régions. Et que lorsqu'on les réunit à un endroit où les 10 régions viennent avec les 10 orientations, on débat orientation des régions par orientation jusqu'à ce qu'on scelle un document de référence par lequel on va gouverner le Cameroun sans que ce ne soit sur les orientations des autres. Alors, vous soutenez, combattant Bomassok, l'idée d'une révolution populaire du Cameroun, sauf que, dans le même temps, vous estimez qu'il faut repenser l'homme qui soit à même de l'amener. Oui. Donc, pour vous, aucun leader politique n'en a la capacité. Si j'observe par les faits, je n'invente pas. J'observe par les faits, je dis, où est ça? C'est où? J'étais à une conférence l'autre jour, à un symposium à l'université de PK17, où j'ai eu à m'interroger face aux gens, face aux intellectuels, comment est-ce qu'on peut appeler une centrale électrique qui ne donne pas la lumière, qui ne produit pas le courant? Je n'ai pas eu de réponse. Et j'ai donné les réponses pour dire que ce n'est pas une centrale électrique, il faut lui trouver une autre appellation. Et que de centrale électrique ici, en réalité, je parle des intellectuels. Parce que si les ingénieurs, les agrégés, les professeurs, de titre, c'est des professeurs, ça veut dire que le plus haut niveau intellectuel que l'on peut avoir dans un domaine donné, bien entendu. Donc en réalité limité toujours. Bon, si on ne peut pas avoir ces gens-là, nantis de ce savoir, et nous retrouver sous l'eau, pour qu'on commence seulement à dire que cherchons à émerger. Non, ça veut dire que les centrales électriques ne produisent pas. On est dans l'obscurité et on nous parle de centrales, on nous parle des intellectuels. Non. Fonlon, de regretter mémoire, professeur Fonlon, beaucoup de gens ne le connaissent pas, or c'était un très grand professeur, a écrit un livre, un document qu'il a dénommé Lettre ouverte aux étudiants africains. Dans ce document-là, il ressort, il met en exergue la pensée d'un évêque anglais. D'un évêque anglais qui semblait dire ceci. Ce n'est pas vraiment de mot à mot, j'ai schématisé sa pensée. Il semblait dire que si vous partez à l'université et que vous sortiez avec tous les diplômes que l'université peut donner,
même de tous les domaines. Vous sortez en parlant plusieurs langues. Hein. Donc polyglotte. Oui, hein, vous parlez toutes les langues. Vous sortez avec tout ce qu'il faut. Il dit que si, après cela, vous sortez sans avoir un avis personnel, des capacités d'avoir un avis personnel sur chaque sujet se rapportant à la vie, et les moyens de le défendre, cet avis-là, il dit que vous êtes un ignare. Ignare voulant dire ici quelqu'un qui n'était pas à l'école. Vous voyez? Donc, en réalité, et je suis d'accord avec lui, hein, que l'école ne doit donner que la capacité d'ouvrir l'esprit pour que la personne qui est nantie du diplôme universitaire ait la capacité d'avoir un avis personnel sur chaque chose qui concerne la vie et les moyens de le défendre. Vous verrez les intellectuels dire j'ai peur. Hein, j'ai peur. Hein, j'ai peur. Quelle est cette personne qui, nantie de ce savoir utile, a peur de quoi? Mais il a peur de quoi? Moi je suis Boabasso. J'ai pas peur. J'ai peur de rien. J'ai peur de me tromper. Hein. J'ai peur de ne pas être honnête avec moi-même et avec ma nation. Hein. Mais le reste, la peur ne me concerne pas. Alors, puisque vous parlez de peur, dans l'une de vos sorties médiatiques en 2020, vous déclarez que quand un peuple est traumatisé, il doit se révolter. Par conséquent, aller dans la rue. Oui. Alors, 2 ans après, alors que le Cameroun n'est pas encore sorti de l'auberge, je regarde M. Pécrise qui le phagocyte. Avez-vous l'impression, le sentiment aujourd'hui qu'il y a une sorte de symbiose qui s'est créée entre vos propos, ce que vous conseillez aux Camerounais de faire, et cette population-là? Mes conseils, ce n'est pas nouveau, c'est depuis que je suis engagé en politique. Avez-vous le sentiment donc que les gens vous écoutent, que le peuple vous écoute? Oui, oui, je vais vous dire, je vais vous donner 2 cas d'école. Lorsque je sors le premier message qui lance les villes montes, en 90, 91, 91. Bon, ce message dit que l'appel que je fais ne vise aucunement notre comateuse économique. C'est clair, hein? Hein? Que ça vise quoi? Ça vise de sortir les Camerounais des bars et des ventes emportées, qu'ils cessent d'avoir peur de parler de leur pays, et que les pouvoirs publics cessent d'avoir peur de la parole du peuple. Voilà ce que l'orientation de 91 par les villes mortes donne. Voilà ce qu'il y a. Donc, de 90, de 91 à maintenant, les Camerounais parlaient de leur pays sans regarder derrière, hein, tout le temps de fauchever. Hein. Quand tu voulais parler, tu faisais comme ça, hein, pour savoir s'il n'y a pas un flic quelque part et que, parce que tu as seulement parlé, hein, on va t'arrêter. La preuve, il n'y a pas longtemps où le pouvoir actuel a remis sur la scène les noms de nos patriotes qui étaient bannis à l'époque, les noms. Bon, hein, on a dit qu'on peut prononcer le nom de Oumiobe aujourd'hui sans peur. Il y a je crois, une loi, hein, qui rétablit ce nom. Dans l'incongruité ici, c'est qu'il n'y a pas une loi qui les a bannis. Le nom de de Wandji de Mounié était banni comme ça. Même le nom d'Aïdjo était banni comme ça. Mais comment est-ce que ce qui est banni comme ça doit être levé par un décret? C'est le fonctionnement du système, c'est le fonctionnement de l'État français du Cameroun. Hein? Ce qui n'a pas été banni par un décret ne doit pas être levé par un décret. Je crois que même au plan administratif, ce que je dis là est cohérent. C'est banni par un décret, c'est un décret qui doit enlever le bannissement. Mais voici qu'on vient, on dit que les noms ne sont plus bannis par un décret, alors qu'au cherche le décret qui les avait bannis, on ne trouve pas. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comme Atta Bamassok, vous démissionnez... J'étais en train de donner des choses. Hein. J'ai dit 90, j'ai dit les villes mortes. Hein. Vous avez vu que les Camerounais se sont bien battus. Ça a été compris. Oui, bon. Donc, et aujourd'hui même, hein, quand on vous dit que les enseignants sont en grève, vous voyez que c'est quoi? Je dis et j'insiste que quand un peuple... Donc, ce que vous dites en français facile, c'est que les Camerounais aujourd'hui n'ont plus peur ou n'ont pas peur d'exprimer leur ras-le-bol. Oui, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils ont encore peut-être, ils ne sont peut-être pas bien formés pour savoir comment est-ce qu'on pose des problèmes qui nous concernent. J'ai dit que la rue est le lieu le plus indiqué pour l'expression d'un peuple en colère. Je dis que la rue. Pourquoi? Parce que
une assemblée peut contenir combien de personnes? La rue peut contenir autant de personnes. Parce que c'est là que le peuple veut s'exprimer, puisque c'est là qu'il y a la possibilité d'avoir l'espace. Il ne faut pas qu'on condamne l'expression d'un peuple dans la rue. Alors, commandant Bamasso, vous démissionnez en 1989 du poste du haut cadre à la Camer pour vous consacrer exclusivement à la lutte pour la libération du Cameroun. 33 ans après, quel bilan faites-vous de votre combat? Je ne démissionne pas de Camer, je prends une disponibilité. Que c'est fini par se traduire en démission, je peux dire, puisqu'il ne m'a pas repris. Hein? Est-ce que vous avez parti? Oui, j'ai fait une demande. C'était quoi la motivation de cette mise à disponibilité? Je voulais m'occuper de la pensée, de penser Cameroun. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en train de m'interroger dans mon lit, hein, sans inviter ma femme. Alors, au terme de cette réflexion, qui aura duré, on ne sait pas... Au terme de cette réflexion... Ça dure combien de temps? Peut-être 2-3 ans. Au terme de cette réflexion, j'ai conclu que, Bamasso, j'ai dit oui, tu seras plus utile aux Camerounais que d'être utile à la Camer. Donc, ce que tu fais là-bas apporte peut-être un peu à manger à ta famille, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ta famille est une goutte d'eau dans la mer Cameroun. Donc, je me suis donc dit que je vais m'engager à poursuivre le combat que j'ai vu mes parents mener, parce que mon père était résistant, ma mère était résistante aussi. Les Oum étaient résistants qui n'ont pas pu achever leur lutte parce qu'on les a tués en route. Et je me suis donc dit que je dois faire partie de ceux qui portent ce combat pour le poursuivre et peut-être le parachever ou alors le mener un peu plus loin pour que les générations suivantes viennent aussi commencer à aller devant, parce que un peuple n'évolue que lorsque par génération on transmet. Si votre père a au moins payé un terrain à Douala, vous n'aurez seulement à construire. Hein? Vous reprochez à Camer de l'époque de ne vous avoir pas repris? Non, vous voulez faire ce reproche-là? Je ne voulais même plus. Est-ce qu'ils n'ont pas aidé à la fin? Je ne voulais même plus. Vous voulez vous consacrer, je ne voulais même consacrer à la lutte pour la libération du Cameroun? J'ai écrit pour dire que je voudrais revenir pour respecter mes engagements. J'ai pris engagement, que j'ai une disponibilité. Surtout pour nourrir votre famille. Parce que vous en avez besoin. Je n'y allais plus. Mais il fallait que je respecte mon contrat. J'ai dit que je prends une disponibilité. Donc à la fin de cette disponibilité, je dois dire que je suis disponible. Je ne m'amuse pas avec les principes. Vous comprenez? Donc je ne pouvais pas rester à la maison. Mais sauf que vous ont aidé à comprendre que vous êtes mieux utile au combat pour la libération du Cameroun. Si ils ont compris, c'est tant mieux. Ils ont pas aidé dans ce sens-là, commandant Bamasso. Comme par exemple que s'ils me prenaient, je partais travailler. Non, même s'ils me prenaient, je ne partais pas. Je partais plus travailler. Okay. Mais j'ai respecté le deal, qui était que je prends une disponibilité de 6 ans. Ils étaient même étonnés que je prenne 6 ans, parce qu'on a même fait des enquêtes à ce sujet. Je n'ai pas trop demandé ça, une mise à disponibilité de 6 ans. C'était trop. C'était la première fois que quelqu'un demande ça à Camer. Ce qui fait que, comme j'ai géré l'argent frais, j'ai géré les sous, j'ai géré l'argent frais, on a pensé que j'ai fait ce que les autres font. Vous avez un salaire de combien, par exemple, à cette époque? Vous n'avez pas trop vous demandé? Comment? Vous avez un salaire de combien à cette époque-là? Ce n'est pas trop vous demander. Est-ce qu'on publie les salaires comme ça? Non, vous n'y êtes plus, donc vous empêchez de cette information. Vous avez un salaire. Je recevais des sous qui me permettaient de nourrir ma famille. Je crois que ma famille était nourrie. Ça, c'est une réponse politique, combattant Bamasso. Il vaut mieux. J'ai, à partir de ce travail-là, bâti une maison où je suis aujourd'hui. C'est vrai qu'elle n'était pas finie à l'époque, mais ces finitions sont en train d'être faites jusque maintenant. Bon, je disais donc que vraiment, je savais faire la différence entre mon argent de fin de mois et l'argent que je gérais pour la Camer. Donc je n'ai pas touché à l'argent. Un jour même, le gouverneur de Douala, un gouverneur de Douala, je ne sais pas s'il est encore vivant, me fait arrêter, on m'amène à son bureau. Comment il s'appelle? Je ne sais pas si c'est Kongou ou bien c'est lui qui l'a remplacé, quelque chose de ce genre. Je ne me rappelle pas très bien. Bon, alors, je trouve qu'il est à son bureau avec le secrétaire général de la province, à l'époque, avec le préfet, je crois. Ils sont à 3. Quand j'entre, on me donne un siège, je m'assois. Là où je m'assois, devant moi, il y a un gros dossier comme ça. Mon nom est écrit dessus. Le gouverneur me dit, M. Bamasso, vous nous donnez de fil à retordre. Et ne croyez pas que nous dormons. Vous voyez ce dossier? On vous a l'œil. C'est ce qu'il veut dire. Oui, il me dit, vous voyez ce dossier?
tourne ça comme ça. Je vois mon nom dessus. Et moi, de rigoler pour dire que, monsieur le gouverneur, c'est vrai que je peux avoir des choses à cacher. Mais je ne suis pas sûr que ça peut faire ce volume. Ce dossier est trop gros. Ils se sont mis à rire tous. Ils disent ça, non, les choses que je cache ne peuvent pas être comme ça. Donc, en fait, je suis parti de la Camer, moi-même. Je crois que l'histoire retiendra. Si mon départ de Camer n'était pas mieux, si j'étais mieux à la Camer pour le Cameroun, ou bien si j'étais mieux hors. Parce que lorsque je quitte la Camer, en juin, ma première arrestation, c'est en juillet. Ma première arrestation, c'est parce que je m'engage directement. Puis je ne sors pas, je ne pars pas de la Camer pour rire. Je pars de la Camer pour engager des actions qui devaient permettre à ce qu'on fasse des pas devant, qu'on sorte du décret français qui a créé l'État du Cameroun. D'accord. Alors, parlons justement de la libération du Cameroun, dont vous dites votre cheval de bataille. Oui. Et de l'Afrique. Une question qui taraude l'esprit. De quoi voulez-vous vraiment ou réellement libérer le Cameroun et l'Afrique? Je veux libérer le Cameroun des accords qu'on a fait signer aux Camerounais sans les Camerounais. Qu'on a signé pour le Cameroun sans les Camerounais. Je vous dis que les accords qu'on nous demande aujourd'hui d'observer sont signés en 1959. Jusqu'au 31 décembre 1959, on bricolait encore les accords. Le Cameroun n'est pas mature à l'époque. Pourquoi les Le Cameroun à l'époque n'avait pas d'intellectuels, n'avait pas de personnes intelligentes, pétries de sagesse. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il est mineur. À même de mieux penser le destin de ce pays. Il est mineur. Il ne peut pas signer des accords internationaux. Il est sous tutelle. Jusqu'au 31 décembre, le Cameroun est sous tutelle. Quel est cet enfant à qui on fait signer des accords avec des majeurs? Non. Et je dis donc que c'est ce pan de l'histoire du Cameroun qui a scellé la vie de la nation jusqu'à maintenant. Et c'est de ça que je veux qu'on sorte. C'est ça que je veux sortir. Je voudrais participer au combat. Pourquoi donc servi le combat de l'UPC à l'époque? Parce que l'UPC semble se gargariser du fait que c'était le parti le plus élevé du Cameroun. Oui, oui. Mais c'est pour ça qu'on projetait qu'on ait une table ronde. L'UPC a proposé une table ronde avant l'indépendance. C'est-à-dire, on fait la table ronde, on décide de comment on va gouverner au destin du pays. C'est-à-dire, on décide de sortir du décret de 57, du décret 501 qui a créé l'État du Cameroun, de sortir de là, avant d'aller à l'indépendance. L'UPC a proposé ça. Et la France a dit, oui, que c'est sans objet. Tout comme quand on a proposé la conférence nationale souveraine, ceux qui dirigent le Cameroun par la France, ceux par qui la France dirige le Cameroun aussi, dit non, parce qu'ils respectent la ligne de conduite tracée par ceux qui ont décidé que le Cameroun doit continuer à vivre sous l'emprise, sous la mainmise, sous les griffes de la France des gouvernants. Je dis la France des gouvernants pour faire la distinction entre le peuple français et les gouvernants français. Oui. L'histoire enseigne que vous êtes l'une des têtes de proue des villes mortes initiées dès 1991 au Cameroun. Vous en parlez d'ailleurs tout à l'heure. Quel souvenir gardez-vous de cette initiative et quelles sont les leçons que vous en tirez? Oui. C'est-à-dire que quand on parle de l'une des têtes de proue, c'est faux. C'est la tête de proue. Je ne veux pas me vanter. Est-ce qu'il y a certains qui le contestent? On en parlera tout à l'heure. Je ne me vante pas. Hein. Mais il y a certains qui vous le contestent. On en parlera tout à l'heure. Je ne veux pas savoir les contestataires. L'histoire retiendra. Hein, on en parlera tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a. Mais je suis la tête de proue de Villemorte. Parce que je me rappelle même lorsque je suis allé proposer l'idée au groupe qu'on appelait à l'époque. On avait créé, Unoblac avait créé un groupe. On partait se réunir. Bon, le nom va revenir là tout à l'heure. Voilà, la coordination des partis d'opposition. Hein? Bon, lorsque je pars avec cette idée à la coordination, elle est rejetée en bloc. Donc je suis minoritaire sur les lieux. Mais ça, je ne partais pas là pour dire que si vous ne faites pas, ça s'arrête. Non, je ne partais là pour dire que je voudrais qu'ils s'associent au travail que nous étions en train de faire. Donc on a continué. Les gens se sont mêlés à l'organisation de Villemorte, à la veille de Villemorte. Je dis bien à la veille. C'est-à-dire que peut-être 2 jours avant que la date qui était prévue par notre travail ait lieu. Donc si les gens peuvent penser qu'ils sont des têtes de proue après s'être ralliés à une orientation 2 jours avant le démarrage, je ne les en voudrais pas. Alors, s'il est un record que vous détenez
c'est celui d'arrestation et de déportation au Cameroun. Oui. Ces palmarès-là, vous vous en gargarisez aujourd'hui? Je viens d'abord répondre à une question que vous avez posée pour me dire que qu'est-ce que j'en tire comme leçon sur oui. N'est-ce pas? C'est très important. Oui, allez-y. Bon, alors, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Je tire comme leçon que Mandela a dit, après l'événement, c'était après, que nul ne doit avoir peur de changer le monde. Il ne faut pas dire qu'il faut que vous soyez 1000. Non, non, non. Projeter. Un jour, les plus nantis en connaissances ou en moyens vont s'approprier vos idées et les faire évoluer. Les idées doivent sortir des têtes. Il ne faut pas que les idées restent dans les têtes. Il faut que les idées sortent. Et si vous les écrivez, si vous en parlez, mais il faut que les idées sortent des têtes pour que le monde en profite. Un jour, les gens vont s'en approprier. Donc, je retiens des Wilmotte que ce n'est pas parce que nous n'étions pas nombreux au moment où on a décidé de lancer les Wilmotte que les Wilmotte n'ont pas... Pour vous, c'était une réussite? Oui, puisque, au fait, les Camerounais ont été mobilisés. Si mes partenaires avaient été justes envers eux-mêmes et envers moi, hein, on aurait fait beaucoup de choses pendant les Wilmotte. Qu'est-ce que je propose un jour à une réunion chez Dika, quoi? Hein? Peut-être pour éclairer la lanterne des Camerounais, c'était quoi, que c'était à l'origine de ces villes mortes-là en 91? Pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui était à l'origine? Oui. Mais tout, la mauvaise gouvernance. Qu'est-ce qu'après ça, vous avez obtenu gain de cause? Non, on a obtenu de quelques bribes, parce que, au fait, le système néocolonial, par exemple, ça couche toujours. Par exemple, on a dit qu'on a fait l'ouverture démocratique, n'est-ce pas? On a dit qu'on a fait l'ouverture démocratique. Hein? Je vous disais que je propose, pour dire ce que ça pourrait donner, je propose un jour à une réunion, je dis quoi, où on nous dit qu'il faut que les Camerounais ne payent plus l'impôt. Je dis non. Ne disons pas aux Camerounais de ne pas payer l'impôt. Disons-leur que ne payez plus l'impôt à cette caisse. Venez payer à cette caisse-ci. Parce qu'il faut que les Camerounais payent l'impôt. Il faut les laisser dans la logique de s'habituer à toujours payer l'impôt. Bon. Donc, comme on avait à l'époque le pouvoir, parce que le pouvoir résulte du fait que tu dis, faites ça, les gens font. Quand on disait, faites ceci, les Camerounais faisaient. Donc, si on leur disait, venez plutôt verser l'argent ici, ils seraient venus verser l'argent. Or, une des choses qui nous a manqué à l'époque, pour qu'on puisse aller loin, plus loin que nous n'avons pu, c'était les moyens financiers. Or, moi, je trouvais, en disant aux Camerounais, venez payer l'impôt ici, les moyens financiers pour pouvoir lutter. Mais je crois qu'au total, les Wilmotte ont éveillé les masses. Bon, une autre étape de travail dans l'action militante que j'ai fait par la rue, par exemple, c'est 2008. Oui. 2008 aussi est sorti de cette tête. 2008 aussi est sorti. Quel rôle que vous avez joué en 2008? En 2008... Parce qu'on ne parle pas trop de vous en 2008, hein, il faut le dire. Non, on ne doit même pas parler. La même personne. Non, il faut cacher ça, mais l'histoire ne cachera pas. Rappelons que c'est en 2008 que vous disparaissez de la scène, de camp estimé comme vous avez kidnappé. Vous vous souvenez quand même de cette période-là? Suivez-moi. Où étiez-vous? On reviendra sur cette émeute de 2008. Où étiez-vous en 2008? Suivez-moi d'abord. De façon physique? Oui. De façon physique, j'étais où? En 2008. Parce qu'on vous a cherché en 2008. Non, en 2008, on me cherchait partout. Qu'est-ce qu'on voulait de moi quand on me cherchait? Inclus votre famille. Vous étiez introuvable. Un peu ma famille. Dites-nous aujourd'hui, vous étiez où? Avant que de reparler à nouveau de ces émeutes de 2008. Non, mais je n'ai pas terminé le combat que je mène. Mais vous étiez où en 2008? Je vous donne la réponse. Je dis que je n'ai pas terminé le combat que je mène pour que je commence à vous dire que voici en 2008, j'ai fait ceci, j'étais à tel endroit. Donc je ne peux pas. Vous m'amenez là. Ça reste un secret? Oui, vous m'amenez là. Ça reste un secret? Ou vous étiez en 2008? Ça reste un secret. Ça reste un secret. Parce que je peux encore faire appel à ce secret un jour. Bon, donc c'était pour vous dire que en 2008, en 2007, je suis nominé pour avoir le prix Moumier de la résistance de la liberté à Genève. Je me déplace pour Genève pour aller prendre ce prix. J'arrive là-bas, je prends le prix, je rentre ici. Et avant que je ne parte prendre le prix, j'avais réuni mes collaborateurs et nous sommes arrivés avec... on m'avait mis à minorité à cette réunion-là. Si certains sont encore vivants et si on est en train de m'écouter maintenant, ils le savent. J'étais à minorité parce que les camarades me disaient que tel que les choses se présentent, c'est la guerre qu'il faut faire. Qu'il faut changer les armes.
chercher les armes. Et je vous assure qu'une des choses qui est facile à chercher, c'est les armes. Parce que les gens qui fabriquent les armes n'ont pas autre chose à chercher que quels sont ceux qui peuvent les prendre. Bon. Ils me disent que non, combattant, tout ce qu'on a pu faire, je nous sommes en 2007, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant n'a pas donné, parce que vraiment, on a en face de nous les gens qui ont les armes. Je leur ai dit, tout ce qu'on a pu faire maintenant, c'était seulement des essais pour élever les consciences. Mais on n'a encore rien fait, pacifiquement. Parce que j'ai fait partie des gens qui estiment que les luttes pacifiques bien menées conduisent les peuples à d'autres formes de lutte, mais de manière équilibrée. Ils sont édifiés sur la chose. Si vous menez une lutte pacifique longtemps, je donne mon cas d'école, ça m'a aguerri tellement que je peux des choses aujourd'hui que très peu de mes concitoyens peuvent. Par la lutte, par ma présence dans le combat. Bon, donc, je disais que en 2008, donc, quand en 2007, à cette réunion-là, je leur ai dit, bon, donnez-moi encore un bénéfice de doute. Laissez-moi partir prendre mon prix. Dès que je reviens, je fais faire des propositions pour que vous compreniez qu'il y a encore des choses à faire. Lorsque je rentre de Genève, je suis reçu par plusieurs plateaux de télévision, parmi lesquels Equinox, pour ne pas faire la publicité, n'est-ce pas? À cette télévision, je leur dis qu'à partir de 2008, dès 2008, la résistance camerounaise va changer de fusil d'épaule. Les gens pensent que c'est les armes. Combattant, qu'est-ce que vous avez perdu? Je dis, attendons 2008. En 2008, donc, je crois le 18 janvier, je sors un message pour dire que le Cameroun compte deux tribus. La tribu des enrichis et la tribu des appauvris. Je concluais en disant que la tribu des appauvris est matée parce que la tribu des enrichis est unifiée autour d'un chef. Je dis, je voudrais que le peuple camerounais des munis, des appauvris, me prennent pour leur chef. Comme ça, il y aura deux chefs qui vont donc s'affronter. Le chef de la tribu des appauvris, le chef de la tribu des enrichis. Et à cette époque-là, quand vous parliez de chef des enrichis, vous faisiez allusion à qui? Mais, du représentant de la France des gouvernants ici. Ah, vous voulez que je parle de qui? Du représentant. C'est pas tout le monde qui sait de quoi vous parlez. Le représentant de la France des gouvernants ici, je vous ai dit tout à l'heure. Il n'a pas un nom, je vous ai dit tout à l'heure que c'est quantité négligeable. D'accord. Je vous dis, si on peut l'appeler comme ça, qu'on l'appelle comme ça. mais je dis que c'est parce qu'eux sont organisés. Et je dis donc, j'ai dit dans ce document que ces deux tribus vont s'affronter bientôt. Je dis que ça ne va pas tarder. Et que je voudrais donc qu'on me désigne comme, que mes Camerounais, que mes concitoyens me prennent comme la tribu des appauvris me prennent comme leur chef. Et que nous sommes tellement plus nombreux qu'on va les écraser. C'est ce qui s'est passé? On va les écraser. Et vous avez écouté? C'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en 2008, les Camerounais se sont appropriés le combat que je leur proposais. Si bien que c'est là où on me dit où est-ce que j'étais en 2008. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous le considérez comme une référence de la référence de la révolution au Cameroun et peut-être en Afrique aussi? Je refuse de me considérer comme référent. Je fais ce que je peux moi, à mon niveau. Je sais qu'il y a d'autres qui font. L'histoire retiendra qui était la référence. Ce n'est pas moi-même qui vais déterminer aujourd'hui le combattant va se retrouver référent, non. Mais ce que je peux garantir à mes concitoyens, c'est que tout ce que mes capacités, au plan physique et intellectuel, me donnent, je mets ça dans la lutte. Alors, puisqu'on parle de vos prouesses, que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes un imposteur pour